Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Jamais trop pas assez, un Jamais trop pas assez spécial. L'Europe est attaquée de toutes parts, branle-bas de combat par le méchant fasciste Trump, par le méchant, très très méchant fasciste Elon Musk. On n'est plus en sécurité. Ça va toi, Louis-Marie ? Oh non, je suis crevé. Tu m'as demandé de regarder l'audition de Delphine Ernotte je t'avoue qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale, cette dame. Oui, alors on a commis un impair, c'est qu'on voulait faire un petit papier sur la commission parlementaire. D'ailleurs, on en reparlera dans l'émission. On parlera de la commission parlementaire. C'est un petit papier cul, alors. La commission parlementaire sur le service public. Mais on s'est littéralement endormi devant la prestation de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Mais on a quand même noté... Je pense qu'elle a pris des cours avec François Bayrou. Possible, pour endormir le poisson. Ouais, je ne sais pas si ça se dit. Endormir le poisson. Non, je ne suis pas sûr de ça. Je ne valide pas complètement cette expression. On va commencer sans plus attendre avec ton édito. Et tu vas nous parler d'honnêteté, je crois, ou de vie privée. La question que je me pose, c'est avons-nous encore le droit à une vie privée ou bien faut-il être malhonnête pour ça ? Car les honnêtes gens n'ont rien à cacher, nous le savons. Ce sont les malfaisants qui utilisent des messageries chiffrées, des téléphones sécurisés. C'est à ça qu'on les reconnaît par ailleurs. Les autres, toi, moi, on accepte de voir nos données médicales siphonnées par les États-Unis, de lire régulièrement que les systèmes informatiques de l'administration ont fait l'objet d'attaques malveillantes et qu'elles sont dorénavant accessibles dans ces endroits sombres du web. Chat control, DSA, arrestation de Pavel Durov, les nuages du contrôle de nos existences s'amoncellent à l'horizon de nos libertés. La guerre permanente dans laquelle nous sommes plongés depuis 5 ans nous assure que le droit à penser par soi-même sera la prochaine victime. Alors, avoir le droit de fermer la porte quand on va aux toilettes, est-ce le signe qu'on est un gangster ? Il faut le croire, la vie privée est en période d'effondrement, ce lieu qui résiste et qui subsiste, et ça, nos gouvernements aux abois n'en veulent pas. Merci Louis-Marie pour cet édito qui va donc recouper beaucoup des thèmes qu'on va aborder une fois de plus dans cette émission, qui tourne toujours autour de la liberté d'expression, de la sécurité à tout prix et du manque de sécurité aussi. C'est même à croire qu'on prépare nos émissions, tiens. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 catégories d'émissions. Il y a celles qu'on prépare vraiment à fond, puis il y a celles qu'on fait un peu par-dessus la jambe. Je ne sais pas à quelle des 2 catégories appartient cette émission. On tranchera à la fin. On va commencer tout de suite avec la revue de presse. Petite revue de presse pour se mettre en jambe. Voilà. Petite revue de presse. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi ? Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, on prend tout, on choisira plus tard. Je crois qu'on va commencer tout de suite avec un point Louvre. Voilà. Louvre. Sur le Louvre, on a 2 nouvelles, dont une sur le braquage. Alors, tu as dit 9 sur le braquage, vas-y. Une enquête administrative conclut que les voleurs auraient pu être stoppés à 30 secondes près. Oh mince, c'est ballot. C'est vraiment ballot. Hein. C'est le truc des bracasses. Doudou Cross-Bitume, il aurait pu être arrêté à 30 secondes près. Il suffisait juste que la ronde prévue alors par les agents de Securitas ou par les policiers arrive plus vite ou moins vite. Enfin, voilà. C'est combien le butin ? C'est 80 millions 80 millions pour 30 secondes de boulot. Ouais, on comprend mieux la dette française. Ouais, on la comprend bien. Là, voilà, c'était le point Louvre sur le braquage. Mais il y en a un deuxième. On apprend une nouvelle catastrophe au département Égypte, cette fois du Louvre. Alors, je ne sais pas si tu es allé, l'Égypte, c'est un peu plus austère au Louvre. Ça fait longtemps, mais j'aime bien ces parties-là, justement. Eh bien, figure-toi que plus de 400 ouvrages dont des documents issus de l'expédition de Napoléon ont été ruinés par une fuite d'eau sale, donc les chiottes, alors que la direction avait pourtant été alertée depuis un moment. Oui, c'est ça, c'est que les organisations de personnel alertaient la direction qui avait cette fuite-là, qu'il fallait faire quelque chose et qu'elle n'a rien fait. Et dans l'histoire du Louvre, je trouve que je suis à peu près sûr que la présidente va être récompensée, va avoir une prime de performance, on va en parler de ça. Plus tu rates, plus tu es récompensé. Voilà. En France Potemkin, c'est la règle. Ratage égale Légion d'honneur. C'est la règle à partir d'un certain niveau de salaire. Oui. Il y a un certain niveau de ratage. Il faut que ce soit... Toi, tu peux t'appeler Thierry Breton, tu peux ravager toutes les entreprises dans lesquelles tu es passé, et là, tu accèdes à de vraies responsabilités. Moi, je pense que si elle n'a pas la Légion d'honneur, elle l'a dans 6 mois. Mais je pense qu'elle l'a déjà, à mon avis. Je pense qu'elle l'a déjà. Et elle va grimper d'un échelon, à la Légion d'honneur. Donc, voilà, le point Louvre, tout continue. Louvre. Voilà, je fais les jingles. Grand méchant Louvre. Le grand méchant Louvre. Je fais les jingles à la bouche. Tu vas nous parler, puisqu'on est dans la vie parisienne, Louis-Marie, tu vas nous parler... Voilà, dans la vie parisienne que le monde nous envie, l'affaire Harry Habitant, le bien nommé. Alors, c'est juste un... elle est nulle, c'est petit, mais
C'est juste un point droit pour dire qu'il n'a pas été acquitté. Alors, on rappelle. Il faut résumer l'histoire. Parce que là, on parle d'un réhabitant. Donc, c'est un acteur qui a été mis en cause dans une affaire de viol. Quelqu'un l'a accusé de viol. Accusé. Enfin, on a porté plainte contre lui pour viol. Et il s'avère qu'il y a eu un non-lieu. Parce que ça veut dire non-lieu, ça veut dire qu'il n'est même pas condamné. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de procès. C'est-à-dire qu'on n'a pas la justice estime qu'elle n'a pas de quoi poursuivre. Voilà, il n'y a pas de quoi poursuivre en justice Harry Habitant. Donc il est parfaitement innocenté. Alors, pour qu'il y ait acquittement, il faut qu'il y ait un procès. Il n'y a pas eu de procès. Donc il y a eu un non-lieu. Il est très clair qu'il y a eu un rapport hyper violent, puisqu'il y a des rapports médicaux qui qualifient... oui, mais alors, j'entendais Régis de Castelnau qui parlait de ça. En fait, ces infos-là, on les a, mais on ne devrait pas les avoir, en fait. Et on les a pas, on n'a pas le dossier en intégralité. Donc, c'est triste, pas triste, je sais pas là, c'est la loi. On ne peut se fier finalement qu'au résultat, qu'au verdict, et en l'occurrence à l'absence de verdict, puisque la justice estime, au regard du dossier, qu'il n'y a pas de dossier, justement. En tout cas, il n'y a pas de matière à faire un procès. Pour avoir déjà discuté avec une amie magistrate de l'analyse qu'on pouvait faire de certaines décisions de justice. Il y a un grand fossé entre ce que les juges décident et ce pourquoi ils le décident et ce que les journalistes en général comprennent et ce qu'ils reprennent ensuite. Voilà. Pourquoi on en parle ? Parce que donc on est mercredi et je crois que c'était hier soir cette histoire. C'est hier soir, voilà. C'était hier soir. La sortie. Donc Harry Habitant a repris son activité qu'il avait mis en pause pendant 3 ans de comédien. Donc il a un spectacle de stand-up qui joue, je crois, aux Folies Bergères. C'est les Folies Bergères. Ouais. Et donc ce spectacle a été interrompu par le collectif féministe Nous Toutes, très proche du PS. Voilà. Elles sont intervenues pas hier soir, mais dimanche ou lundi, en fait. Alors on en parle parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier soir, Brigitte Macron, tu vois, on va en reparler, est venue assister à son spectacle et en coulisses, ils ont discuté. Il dit, j'espère que ton spectacle ne sera pas interrompu par les sales connes, en faisant référence aux féministes. Et en disant, on va les faire virer le cas échéant. Dès que le bad buzz a commencé, ils ont tout fait pour supprimer la vidéo des internets et il s'est passé exactement ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire que ça a buzzé 2 fois plus. Alors soit ils sont très cons, ils n'ont toujours pas compris comment fonctionne Internet, hypothèse numéro 1, ou hypothèse numéro 2, ils ont parfaitement compris comment ça fonctionnait et qu'ils ont alimenté le bad buzz contre eux, parce qu'on n'oublie pas quand même que Brigitte est aussi prise dans une autre affaire, là, une affaire de pièce jaune. Oui, on en a parlé, mais je pense que c'est vraiment de la stupidité. Je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte. Et je pense qu'elle savait qu'elle était filmée, je pense qu'elle savait ce qu'elle disait, mais ça c'est clair, voilà. Mais je pense pas qu'elle s'imaginait que ça ferait un tel buzz. Et en fait, objectivement, ça fait un buzz. C'est parce qu'il y a les féministes qui ont réagi, mais c'est pas non plus un truc, tu vois, c'est pas. Je pense qu'ils calculaient pas ça. Et je pense que et l'agence de presse l'a pas calculé non plus. Ils ont retiré parce qu'ils ont bien vu que ça puait. Ça me rappelle quand Gersand était venu nous expliquer son passage au procès de Brigitte Macron et que sa fille était venue dire que Brigitte vivait un enfer parce qu'elle devait faire attention à tout. La preuve qu'elle s'est relâchée un peu là. Si on peut pas traiter de sale conne. La première féministe qui empêche ton pote de jouer. Je pense à Orelsan et sa chanson Sale conne. Je pense à Fatal Bazooka et sa chanson Sale connasse. C'est exactement ça, parce qu'en fait, moi je me souviens, nous sommes des anciens, nous sommes des ancêtres des internets, et Sale conne. Ça avait été un bad buzz, ça avait été un bad buzz. C'était pendant la campagne 2007, donc je sais pas si c'était pas avant ou après. Enfin, c'était Ségolène Royal qui s'était ému de la chanson d'Orelsan. À l'époque, Orelsan n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, et il avait fait une chanson qui s'appelait Sale conne. Et voilà, c'était. Et maintenant, les féministes reprennent, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'après l'histoire de. Sale pute, pardon, c'est sale pute, c'est sale pute Orelsan et c'est sale connasse Fatal Bazooka. Il va falloir que je bip. Tu sais que tout ce que je suis en train de te dire, là, il va falloir que je le bip au montage. Oh au courant de ça. Merde. Faut pas le dire en fait, parce que ça me fait du travail en plus. Sale P et sale C. Sale C, ouais. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, le sale C est devenu un mot d'ordre féminin. Ça fleurit les féministes. Avec des gens comme.
Marion Cotillard, Judith Godrèche, voilà, des gens qui sont vraiment Marion victimes de Cotillard, l'oppression masculine. Voilà. Je crois que Marion Cotillard n'a pas trop la cote à l'Élysée. Il faudrait qu'elle fasse gaffe. Elle va avoir un redressement j'avoue que fiscal. je crois qu'elle habite même plus en France, Marion Cotillard. Donc, ouais. Je crois qu'elle est à Los Et Angeles. sinon, ça a 18 ans que votre... Comment ça va, Marion Cotillard? Bon, petite revue de presse, on va passer sans plus attendre parce que c'est assez coton. Il y a un gros paquet là. Il y a un gros contentieux. Contentieux. Oh là là, mais t'as fait du mal à l'audition parlementaire. L'audition Delphine Arnaud, je te dis, moi, ça m'a fracassé. J'étais guiré. Pareil, on va faire une émission. Pareil. J'ai regardé une demi-heure de l'audition. Ça, c'est pareil. C'est comme un mauvais Xanax. Je commence à comprendre comment elle a eu son poste. Elle a endormi tout le monde. Elle les a hypnotisés. On passe tout de suite au gros défi du jour. Elon Musk va-t-il tous nous... Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays? Je peux pas aller à la cave. Et si, on serait mieux pour causer. Pour causer de quoi? De tout, de rien. Donc c'est la nouvelle de la semaine. La Commission européenne a infligé à Elon Musk et à sa plateforme X une amende de 120 millions d'euros. Pour non-respect, alors je crois que c'est du Digital Security Act. Oui, ouais, c'est ça. Pour le DSA. Le truc a été fait pour piéger Elon Musk, en fait. La vraie histoire, le vrai motif, en fait, c'est surtout pour l'histoire des coches bleues. Voilà, les coches bleues qui sont présentées, qui étaient peu ou prou présentées comme des sortes de labels, en fait, tu peux les acheter. Mais oui, mais voilà. ça me fascine parce que moi tu vois, j'ai un peu de la mémoire. Une fois de plus, je suis un ancien des internets et je me souviens des journalistes. Il y a encore 4-5 ans, toi, quand X, enfin, ça s'appelait Twitter et que ça appartenait à la gauche. Voilà. Et que tu avais des journalistes genre Salomé Saké qui faisaient des tweets larmoyants en implorant la direction d'avoir une coche bleue. C'est comme des insignes, c'est prestigieux. Alors que, non, c'est $30. Voilà. C'est tout. Et conclusion, Salomé Saké n'est plus sur X. C'est bien, tant mieux. Qu'elle y reste, sur ciel bleu. Qu'elle reste dans le métaverse de Blue Sky et du monde de l'internet du déni. Voilà. Et donc, oui, alors la tolérance. Il a tout simplement transformé les coches bleues en quelque chose que tu achètes. C'est tout simplement le signe que c'est un compte privé, un compte payant. Moi, j'ai pas acheté la coche bleue pour avoir la coche bleue. Quand tu achètes la coche bleue, tu achètes une multitude de services sur Twitter. C'est un service premium. Tu as le droit de publier des vidéos plus longues, tu as une plateforme d'édition de montage, tu as la succession de TweetDeck, ce qui a remplacé TweetDeck, qui est très très pratique quand tu fais du multi-compte. Tu peux faire des signets et des dossiers. Moi, honnêtement, et puis surtout, tu as accès aux notes de communauté. Tu peux participer. Non, tu peux participer, non ? C'est pas lié, parce que ça, c'est un autre processus. Tu peux faire partie d'une note de communauté sans la coche. Et inversement, c'est pas parce que tu as la coche, tu peux faire partie d'une note de communauté. Il faut que tu n'aies pas fait de contenu litigieux. Moi, par exemple, je ne peux pas faire partie des notes de communauté. Parce qu'un jour, j'ai tweeté une connerie sur Libération et depuis, je suis banni, en fait. Ouais. Mais par contre, non, moi, j'ai pas acheté pour le luxe d'avoir une coche bleue. J'ai acheté ce service pour organiser ma revue de presse. Typiquement, la revue de presse qu'on fait sur chaque semaine dans Jamais trop assez, elle est faite grâce à X et grâce au signé de X que je ne peux avoir qu'en payant ce service. Donc voilà, mais ça embête la Commission européenne parce que de toute façon, en règle générale, X, c'est comme une épine dans le pied dans leur narratif pro-guerre, pro-on est les meilleurs et ils ont tous tort et on a raison. Et nous, on protège la liberté d'expression et pas vous. Et dans le respect des règles de l'état de droit. Tout à fait. Et ils ont surtout très peur que si tu veux, ça intervienne dans le processus électoral. Et on sait ce qu'ils pensent des processus électoraux. C'est généralement, ça veut dire on veut telle personne à tel poste et ce serait emmerdant que le peuple dise autre chose. Mais s'il dit autre chose, de toute façon, on annulera l'élection ou on changera la réponse. Il faut guetter là dans 2 semaines à peu près les Bulgares. On va leur enfoncer l'euro. Voilà, donc force dans la gorge. Donc ça, la Commission européenne, la souveraineté des pays, elle n'en veut pas. Donc elle veut surtout pas de candidats souverainistes ou de même un peu trop nationalistes ou un peu trop patriotes. Juste qui brandissent un drapeau français, c'est déjà presque hors la loi. Je pense qu'on va bientôt y arriver. Hors la loi, le drapeau je pense français, qu'après la coche bleue, ça va être le drapeau français. Moi, j'ai un drapeau français sur mon compte. Je pense que tu seras banni quand tu auras le drapeau de ton pays. On sait que le drapeau anglais est interdit en Angleterre. On a vu que le drapeau français pouvait t'octroyer une amende de 135 € dans certaines circonstances. Donc en France, en tout cas. Donc on sait que les drapeaux nationaux sont mal vus puisque ce sont les relents fascistes de l'idée de nation et que l'Europe ne veut plus de nation. Donc voilà, là-dessus... Alors Musk, qu'est-ce qu'il a fait en première instance? Première réponse, il a clos le compte publicitaire de l'Europe. Voilà.
C'est bien, non, mais c'est bien, hein, c'est lui donc, qui paye, c'est lui qui décide. Hein. Voilà, donc l'Europe vient de perdre une première partie. Et il a également déclaré que l'UE devrait être dissoute et la souveraineté restituée à chaque pays afin que les gouvernements puissent mieux représenter leur population. Eh bien, je suis complètement d'accord et je signe cette déclaration. Fasciste. Les Européens, enfin l'UE n'a pas été foutu de créer un GAFAM en 30 ans, hein, parce que cette histoire d'Europe, ça fait 50 ans que ça dure, ça date d'avant même la création d'Internet. Et maintenant, il ne trouve qu'une chose à faire. Quand toutes les technologies ont été récupérées par tout le monde, c'est de légiférer là-dessus, d'interdire surtout leur usage en Europe, afin qu'eux puissent continuer à ce qu'ils appellent, pour nous, la démocratie, mais qui en fait, pour eux, continuer à vivre grassement des subsides que nous leur cédons à travers notre fiscalité. En fait, et pour continuer à pouvoir vivre grassement de ce que nous produisons en travaillant. Et en attendant, j'aimerais avoir les SMS d'Ursula et d'Albert Bourla, ex-patron de Pfizer. Au nom de la liberté d'expression. On savait pour l'Angleterre qu'ils n'étaient pas trop fans de la liberté d'expression. Des gens qui s'exprimaient sur les réseaux. Et des gens qui mettaient des drapeaux anglais. Enfin, voilà. J'ai appris que c'était la même en Allemagne, où le chancelier Friedrich Merz aurait déposé près de 5000 plaintes pénales contre des internautes l'ayant critiqué en ligne, certains ayant même conduit à des perquisitions, y compris chez une femme handicapée ayant reconnu immédiatement son tweet. Merz a utilisé une société privée, Sowdown, chargée de traquer systématiquement les messages jugés offensant, récupérant 50% des dommages-intérêts éventuels. Tout ça, attention, puisque ce sont les règles de l'état de droit. Et puis de l'Union européenne qui est plus forte que... Voilà, les nazistes du bruit des bottes. Voilà, parce que sinon c'est ça ou le fascisme, hein, attention. Alors, puisque tu disais, on n'a pas été foutu de pondre un service Internet à peu près digne de ce nom, un GAFA, mais GrapheneOS, c'est canadien. J'en avais parlé il y a quelques émissions en disant que GrapheneOS retirait tous ses produits des serveurs français qui étaient sur OVH et en disant, voilà, ce que la France est en train de devenir, ça ne nous plaît pas. Alors, j'en reparle ici parce qu'il y a eu une offensive médiatique contre GrapheneOS. Il y a eu Le Parisien d'abord et Le Figaro qui se sont lancés et qui ont accusé cet OS, c'est-à-dire Operating System ou système d'exploitation, d'être l'atout, pour ne pas dire l'allié des narcotrafiquants. Si tu as un GrapheneOS sur ton téléphone, c'est que tu es un narcotrafiquant. Déjà que j'ai X. Déjà que tu as X. Alors, comme les grosses... mais c'est bien connu, si tu conduis une grosse cylindrée, c'est que tu fais un go fast. Mais là, il n'y a pas d'article sur les propriétaires de Mercedes et de Subaru qui sont effectivement les alliés des trafiquants sans le savoir. De toute façon, tu as Internet, tu as un cyberharceleur, de toute façon, sache-le. Mais pas un narcotrafiquant. Alors, GrapheneOS, c'est donc un système d'exploitation open source, comme je disais, pour les téléphones Google Pixel, seulement pour eux. Alors, pourquoi Google Pixel ? Parce qu'il bénéficie d'une couche matérielle de protection de sécurité, notamment une puce de chiffrement. Donc, ce sont les meilleurs téléphones du marché en termes de sécurité. Et GrapheneOS vient s'installer là-dessus et vient sécuriser un peu plus le téléphone qui est déjà le plus sécurisé du marché. Alors qu'est-ce que ça permet de faire, GrapheneOS ? Notamment, et qu'est-ce qui ennuie beaucoup les pouvoirs publics, ça permet de compartimenter les applications qui tournent. Chaque application tourne dans sa petite boîte et elle interagit le minimum elle n'envoie possible. Pas de cookies, des choses comme ça. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas tout... les systèmes de droits sont finement gérés, donc une application a des droits, mais elle en a très peu sur les fichiers, donc elle peut pas décider contre ton avis de récupérer tes données, de les envoyer à un service de données publicitaires. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Ce qu'elle elle balance les applications Google, elle les retire et elle chiffre tout ce qui se trouve sur ton téléphone. Alors évidemment, normalement, tu sais, c'est la loi que si tu es arrêté par la police et que la police te demande de déverrouiller ton téléphone, tu dois le faire. Mais GrapheneOS a la réponse. En fait, dans le système GrapheneOS, il y a deux codes. Il y a le code de déverrouillage, proprement, et celui que te demandera la police, et il y a le code de contrainte, celui qu'elle obtiendra. Et qu'est-ce qui se passe donc, quand la police te demande de déverrouiller ton téléphone ? Tu tapes ton code de contrainte et GrapheneOS efface les données. Donc ça permet effectivement de répondre à la demande légale de la police qui est de fournir ton code, et ils accèdent à un téléphone vide parce que tu as donné le code de contrainte. Ah, moche. Ah ouais, donc ça c'est... C'est très moche. C'est très moche et c'est très bien vu. C'est exactement, tu sais, dans les films d'espionnage, c'est quand tu as le code qui dit qu'en fait tu peux pas parler librement. Voilà, c'est exactement ça. Donc les gars, ils ont juste regardé des films d'espionnage.
Alors, Oui, ils sont très en colère chez GraphenOS, ils commencent à balancer là du lourd, il faut aller les lire, c'est ce qu'ils racontent sur leur site, hein, ils commencent à dire il faut pas prendre les narcotrafiquants pour des cons. Tu parles bien que les mecs ils sont très au courant. Il y a eu des affaires où les États ont sciemment mis en place, infiltré des services proposés aux narcotrafiquants qui n'étaient pas open source. Et donc les gars se sont fait piéger. Mais si tu as regardé la magnifique série The Wire, Non, j'ai pas, sur écoute en français. Ouais, j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas regardé. C'est un truc qui y a 20 ans maintenant, tu vois que les narcotrafiquants, les trafiquants sont déjà au courant des possibilités que la police a d'écouter, donc ils prennent des téléphones, des burners, tu vois, des téléphones prépayés qui jettent après usage, donc ça coûte pas très cher. Donc c'est ce qu'on fait quand on prépare nos émissions. Voilà, donc c'est pour ça que personne n'a encore trouvé notre studio. Ni notre fil conducteur de l'émission. Voilà. Donc les développeurs estiment que la France n'est plus un pays sûr pour les développeurs d'ailleurs, Pavel Durov peut en témoigner, et ils considèrent que notre pays est une zone hostile. Ah oui. Snowden peut en témoigner lui aussi. Au lieu de cela, donc, en France, on préfère faire tourner tous les ordinateurs de l'administration sur du Windows, qui est pourri comme un gruyère. Et surtout pas se servir des ordinateurs et de quoi pour faire du Bitcoin parce que c'est fasciste et d'extrême droite. Voilà. Et donc, tous les 6 mois, tous les 1 an, on apprend que y a une administration qui s'est fait pirater ses données et qu'elles sont accessibles. C'est pas grave. Le responsable aura la Légion d'honneur, voilà. comme il se doit. Et il sera puni selon les modes républicaines. Avec une augmentation conséquente. Et le monde, et sur ce coup, le monde nous apprend. Donc, ils ont réussi à suivre un haut gradé de la gendarmerie, à le tracer grâce en fait à son téléphone et à une base de données publicitaires auxquelles ils ont eu accès. T'as des trucs. Moi, j'avais lu des mecs de l'armée qui avaient été tracés grâce à Strava. Ouais, donc les gars, donc c'est Le Monde qui monte dans un article, ils peuvent te dire voilà tel téléphone, et ils ont l'Élysée, ils ont tracé des gars à l'Élysée, et tout ça parce que les bases de données publicitaires sont pas libres, mais en tous les cas ils ont pu les trouver. Il serait bon peut-être que le gouvernement s'équipe de Google Pixel avec GraphenOS dessus. Non, mais t'inquiète, ça va être fait courant 2075. Donc la France, l'Europe ne produit rien de technologique. Par contre, on produit de la taxe et de l'amende. Voilà, mais tout ça va ensemble. Et des beaux discours. On parle bien en France, on parle bien. Bah écoute, la plus belle langue du monde. La preuve. On a fait un podcast. Voilà. Et on arrive à faire 15 minutes sur GraphenOS. La preuve. Où est-ce que vous entendrez ça ailleurs Eh bien, moi, je vais revenir dans ce pays de la liberté et des cheeseburgers que sont les États-Unis d'Amérique. Le grand pays de la grande liberté et du grand cheeseburger. Pays que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien y retourner un jour. Il te manque d'y retourner, mais tu risques de plus pouvoir. Oui, mais ça, c'est une autre question. Mais j'y retournerai un jour. D'abord, on ira à l'ODEV et après ça, on ira à Los Angeles. Oui, on avait dit l'ODEV, parce que c'est le grand pays de la grande liberté et de la grande rivière. Donc, on va revenir aux États-Unis avec Donald, notre bon Donald, 80 ans bientôt, qui vient de publier le rapport annuel NSS National Security Strategy, publié le 4 décembre 2025, donc par le département d'État, donc signé de la main de Donald Trump. Ce document est la feuille de route officielle des États-Unis en matière de sécurité nationale et de politique étrangère et de diplomatie, en gros. Il décrit les priorités, les menaces et les orientations stratégiques pour les années à venir. Et il est très intéressant et il a fait bondir tout le monde en Europe. Alors, il est déjà intéressant parce qu'on parle très très peu de la France dans ce rapport. Mais genre pas du tout, voilà. Il parle de l'Europe. Et en France, on n'aime pas. Donc, dans les grandes lignes, on va faire vite fait, on va en discuter après. Donc, l'America First remis au premier plan, bon, ça, rien de neuf là-dessus. Ça a toujours été le cas, de toute façon. Voilà. Recentrage américain sur l'hémisphère ouest, mais j'ai envie de dire pareil, Amérique latine, Caraïbes, continent américain redeviennent le centre de gravité de la géopolitique américaine, mais ça l'a jamais été. Ça a toujours été le cas. Donc, voilà. Moins d'engagement à l'étranger. Alors, ça, ce serait quand même plus une nouveauté déjà. Ouais, on va voir pour Taïwan. En tous les cas, ça risque pas d'être à Taïwan. Donc l'accès mis sur le renforcement militaire, la dissuasion nucléaire et la capacité à répondre à des menaces globales sans dépendre d'alliances extérieures.
Tiens, 1. T'as pas dit l'Ukraine? Non, alors oui, voilà, on y a un recalcul des alliances traditionnelles. Alors ça, c'est le petit euphémisme pour dire go yourself l'Europe. Merde, je vais devoir le censurer. Tu vas devoir biper. Go F yourself. Go F yourself Europe. Le rapport remet en cause le rôle protecteur historique des États-Unis sur l'Europe. Il indique que les alliés doivent désormais assurer davantage leur propre défense. Bye bye. Et tout ça dans des délais très très courts, parce que d'ici 2027, donc c'est-à-dire vraiment demain, quoi. Ouais, là, de toute manière, ce qui se passe en ce moment en Ukraine avec Zelensky qui refuse le plan de paix ou l'accord, la proposition de plan de paix de Donald Trump, il refuse de céder le Donbass, concrètement, il refuse de céder du territoire à la Russie. Trump pourrait dire, bon, déjà, on arrête de vous fournir des renseignements, parce que c'est quand même les satellites américains qui permettent aux Ukrainiens de se battre. Donc on arrête de vous fournir ça. Déjà qu'on arrête de vous fournir du pognon et que l'Europe n'a pas les moyens d'en fournir, puisque ça fait quand même 4 ans qu'on dit allez, on va y aller. Ouais. Grand dame de LCI, là, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ça fait 4 ans qu'ils répètent que troupe au sol va partir et que troupe au sol est toujours là. Donc plus de pognon, ça c'est fait. Bientôt, s'il continue, plus de renseignements. Et surtout, il se pourrait bien que Donald Trump, enfin en tous les cas que l'administration américaine fasse, puisqu'on sait à peu près c'est eux qui dirigent le NABU, le bureau anticorruption, qui a fait sauter un des proches de Zelensky, et qu'il est il est il est en sous-main. C'est un truc, c'est une création dirigée par les États-Unis. Donc il pourrait mettre la pression sur Zelensky via le NABU et faire carrément sauter Zelensky. Juste pour voir la gueule de l'édition spéciale de LCI, j'aurais quand même bien envie de voir. Le jour où Zelensky annonce qu'il va aller se retirer dans sa villa cannoise à 20 millions d'euros. Oui, il va écrire un livre, il fera des conférences, il ira chez Quotidien de Yann Barthès, et voilà, ce sera la superstar. Et il écrira J'ai voulu la paix. Et il pourra rejouer du piano. Debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Oui. Voilà, je sais plus après, mais libre d'être lui, vous comprenez. Oh putain, France Gall. Tu sais que c'est très très dur à jouer au piano. Oui, mais attends, Michel Berger est un très bon compositeur, c'est un très bon pianiste. C'est ultra dur à jouer au piano. Et oui. Je trouve qu'il est j'aime pas trop France Gall, mais j'aime beaucoup les chansons de Michel Berger. Comment on est passé de Zelensky à France Gall, je ne sais pas, mais on va vite revenir sur Trump. Putain, on est vraiment. Il suffit de pas grand-chose pour qu'on dérape. On est comme des mauvais élèves au fond de la classe. Donc bref, je reviens sur mon rapport NSS 2025. Changement de valeur et de priorité. On passe d'un agenda démocratie et ordre international à un agenda pragmatisme et intérêt national. Voilà. Donc les Européens, ils aiment pas parce que c'est pas cool, quoi. Mince, c'est pas cool. C'est pas cool. Les Américains sont pas bien, mais on aimait bien quand même leur protection. Être dans la peau du vassal qui se retrouve face à son maître, qui lui dit bon, maintenant tu vas les manger, mais avec les cuisiniers. Tu veux la guerre, tu la payes. Et Trump, de rajouter au sujet de l'Europe, il parle d'effondrement civilisationnel, il parle de menaces sur la liberté d'expression en Europe. Il dit que l'Europe est un patient en phase terminale, en plein déclin économique, avec un déclin de la natalité. Et surtout une Europe et des pays mis en danger par rapport à un rapport à l'immigration très très laxiste. Et il parle même, là pour une fois il parle de la France, il parle de Paris qui est devenue une ville poubelle. L'ère des migrations de masse doit prendre fin, dit-il. Donc en fait, il nous fait du grand remplacement. Et tout ce qu'il dit, en gros, bon, alors j'ai envie de dire, il a raison. Hein. Après ça, j'ai envie de rajouter, attention. Mec, t'as pas regardé Washington, hein. Ou San Francisco ou n'importe quelle ville. Mais ce à quoi il te répondra, mais tout ça sont des villes démocrates. C'est possible. Mais parce que bon, il y a quand même, c'est je veux dire, c'est bon. En termes de villes de tox, je pense qu'ils sont high level aux États-Unis. Je crois qu'effectivement, tu as plein de vidéos sur YouTube où tu vois les gars ils remontent la rue, mais tu as des zombies sous fentanyl qui tiennent à moitié debout, à moitié couchés. Non, donc je suis d'accord avec le constat en gros de Trump, mais tu peux pas lui dire occupe-toi de tes fesses, c'est son programme. Il faut qu'il ait le cul un peu propre aussi de son côté. Alors, on a parlé de Musk qui se fait déglinguer par l'Europe. 120 millions d'euros. Tu penses que 120 millions d'euros, il va sortir son porte-monnaie? C'est le budget d'une semaine normale à France Télévisions pour les chips et les apéritifs. Oui, c'est ça. Je crois que c'est la moitié d'une émission de Nagui. Et donc Trump, le rapport de Trump, donc tout ceci. Alors,
a suscité une sorte de réaction de la Commission européenne, du Parlement européen, avec, je ne sais pas si vous avez vu, c'était sur les réseaux sociaux et notamment sur le X. Pas sur X, puisqu'ils se sont fait couper non, le budget est plus, mais ils sont toujours leur compte. Le compte n'est pas coupé. Donc il y a une sorte de revival européen cette semaine sur X avec des gens, ils sont sortis de nulle part. Donc ça a commencé par Jacques Attali, qui mettent des drapeaux européens, ceci est mon drapeau. Voilà, beaucoup de gens de gauche, mais c'est un peu partout. Le revival, la bonne pensée correcte. Bon, évidemment Nathalie Loiseau. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on célèbre en fait, en gros, parce que je me dis, s'il doit y avoir un anniversaire, ça doit être l'anniversaire du drapeau ou d'un discours quelconque. Et en fait, il n'y a aucun anniversaire. J'ai regardé, ça n'est justifié par aucune date anniversaire. C'est exactement comme les billets de l'euro qui comportent des ponts qui ne correspondent à aucun pays, qui n'existent pas. Voilà. Donc l'Europe, c'est une histoire sans histoire. Non, parce que j'ai regardé la déclaration. Alors effectivement, elle a 75 ans, mais c'était pas du tout en décembre. Le drapeau à 40 ans, c'était en 85, mais c'était en juin. C'était fin juin. Donc c'est certainement pas Noël qu'on est en train de fêter, voilà, parce que ça, on sait que c'est mal. En fait, c'est marrant cette opération de com qui tombe juste après l'amende sur X. On ne connaîtrait pas les spécialistes de la communication comme on les connaît. On considérait qu'il y a un lien de causalité. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est étrange. Donc nous, moi, j'ai envie de dire, écoutez, quitte à faire des anniversaires approximatifs, on va également rappeler que 2025 est l'anniversaire, le 20e anniversaire du refus de la France de cette Europe. Voilà, un référendum. Et ça a été l'objet de notre première émission, et on parlait de Coralie Delhomme, qui est feu Coralie Delhomme, et que l'on salue tout là-haut, parmi les étoiles du drapeau européen, elle qui nous avait déjà alerté sur ce qu'était l'Europe réellement, la véritable nature technocratique de l'Europe. Voilà, cette Union européenne est illégitime de mon point de vue, puisqu'elle n'a pas été décidée par le peuple, elle n'est pas démocratique, ce sont des gens qui ne sont pas élus, enfin ce sont des gens élus mais qui discutent des textes qu'ils ne décident pas. Voilà, le Parlement européen n'a pas de pouvoir législatif, c'est la Commission qui décide et eux qui votent, en étant en plus complètement dans des élections bidons où il y a un taux de participation qui fait ressembler ça à l'élection des parents d'élèves du collège de Villetaneuse. Donc ils exagèrent. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Europe, ce que c'est aussi, alors je vais te dire, moi, le revival européen, j'ai que dans l'Isère, les aciéries de Bonpertuis sont placées en liquidation judiciaire. Cette usine, ces aciéries ont été créées en 1434. C'est-à-dire avant la découverte des États-Unis. C'est ça, 1434, c'est donc une entreprise qui a traversé les siècles, qui a traversé les guerres, qui a traversé les révolutions, mais qui n'a pas survécu à l'Europe. Figure-toi que j'ai eu une pointe d'espoir en début de semaine. J'ai vu un tweet de je ne sais plus quel journal, c'est nous promettant que cette fois l'UE avait compris, il y allait avoir un resserrement de sa politique migratoire. Enfin, en tout cas, il y avait dans le domaine de l'immigration. Gros mytho. Elle allait enfin prendre les choses en main. Et effectivement, elle prend les choses en main, puisque j'apprends que l'UE acte la relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile dès juin 2026. Les pays récalcitrants devront verser 20 000 € par personne refusée. À partir de juin 2026, chaque pays de l'Union européenne devra accueillir une part de demandeurs d'asile transférés depuis d'autres États membres. Donc les pays refusant, ça veut dire que si l'Italie nous envoie des gens, on devra les prendre ou payer. Voilà. Et c'est une mesure censée soulager les États en première ligne, comme l'Italie et la Grèce. Donc ça veut dire que c'est pas prêt de s'arrêter, ça va continuer. Et en plus, vous allez payer. Voilà. On va payer. Pourquoi tu dis vous? Tu vas payer aussi. Je pense qu'on a fait On a fait un petit tour un peu dynamique de cette semaine européenne sur le front de la liberté d'expression, de la croissance économique, de la prospérité et de la paix que nous apporte l'UE. Et je te propose un petit interlude avec nos sponsors. Figure-toi que nous avons des célébrités dans nos sponsors. Oui, nous avons qui? Nous avons Mick Jagger. Mick Jagger nous dit viens nous saluer. C'est le chanteur. Alors c'est le chanteur d'un groupe alternatif indépendant qui s'appelle Les Pierres Roulantes. Pierres Roulantes, c'est du punk de Levallois, ça. Voilà, et je te passe tout de suite son petit message. Il nous a enregistré une bande démo, ça fait plaisir. Too much, yeah, too much. Never. Too much is never enough. Merci Mick, et puis moi je tiens à en profiter pour remercier nos tipeurs. On a eu des tipeurs cette semaine. Alors, on a eu de nouveau Hubert. Voilà. Avec un H, il me le dit, c'est avec un H. On ne fait pas de vanne. Remercie à toi, Hubert, avec un H. Avec un H aspiré comme dans Hachiche, parce que ça fait plus d'effet. C'est énorme. Alors Sarah, c'est Sarah ou Sacha, je ne sais pas, parce que
Tipeee m'a envoyé un message contradictoire en me disant que c'était Sarah et le mail, c'était pas Sarah, Alors, c'était Sacha. ça peut être Sarah si c'est, par exemple, un prénom iranien, tu vois, c'est un R guttural. Écoute, dans le doute, je remercie les deux, Sarah et Sacha, Voilà. pour ce don, ce généreux don qui nous aide beaucoup parce que, comme on vous l'a dit la semaine dernière, les dons sur Tipeee nous permettent de payer les factures, les micros, l'abonnement à Ocha, des choses comme ça. Et ça nous permet de continuer et surtout, on voudrait passer en live, en tout cas sur certaines émissions, assez rapidement. On y travaille. Et le problème du live, c'est que ça coûte, j'ai calculé, on coûte 12 à 13 fois le prix d'une émission normale. Voilà, c'est beaucoup plus cher. On va demander à Delphine. Voilà, et je pense qu'avec la publicité qu'on lui a faite, elle devrait pouvoir nous faire un petit don, Delphine. Ouais, je pense on va lui présenter un devis. Elle est à quoi? Elle est à 33 000 par mois. 33 000 par mois. Ça va nous donner même 1%. Ça nous irait, tu vois, déjà. Oui, ça ferait 3 000. Ouais, non, 33 000, 1%, c'est pas 3 000. 33 000. Attends, ça y est, tu vas me faire douter. 1% de 33 000. 1%. C'est 330. Oui. Ah, tu vois, on sent le mec qui fait des budgets. Toi, tu fais des maths, moi, je fais des budgets. C'est différent. C'est 10% de 33 000 qui font 3 300. C'est dire à quel point elle est forte. Hein. Elle a réussi à me flinguer même la calculatrice. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Merci Delphine, merci Sacha. Sarah, Sacha et Hubert, merci. Hubert. Et on vous invite donc à faire nous soutenir sur Tipeee, le Tipeee de Jamais Podcast, Jamais Trop Podcast. Alors je sais plus, c'est Jamais Podcast. Je vais mettre l'adresse là, voilà, du Tipeee. Merci pour vos dons. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous touche beaucoup. Et puis, comme le dit moi mon fromager, hein, si tu aimes ça, parmesan autour de toi. Voilà. On l'avait perdu, on l'a retrouvé. T'as perdu Manon d'ailleurs, hein, je tiens à te le dire. Hein. Manon, je t'ai pas perdu Manon. Regarde, ouais, tu l'as mis en 3e niveau. Manon. Elle est toujours là, Manon. J'ai rien avec Manon. Elle est tout le temps là, Manon. C'est juste que les boutons sont tellement petits et les trucs marqués tellement petits que je vois rien. Mais elle est là. Tu vois rien même quand c'est gros. Hein. On peut savoir ce que ça sera pour ces messieurs? T'as dit la même chose qu'Amnésique ou quoi? Alors, qu'as-tu pour nous? Moi, j'ai Arthur de Vatrigan. C'est le directeur de la rédaction de l'Incorrect et c'est lui qui il est chroniqueur sur CNews, hein, donc c'est un mec, un turbo-fasciste. Ouais, et c'est lui qui est responsable de l'enregistrement du complot du Cohen-Gate. Du Cohen-Gate, le grand Cohen qui promettent monts et merveilles au Parti socialiste. Arthur de Vatrigan donc, nous explique qu'il a été auditionné au commissariat suite à une plainte de Thomas Legrand et Patrick Cohen. Et l'intitulé de l'infraction, c'était « Diffusion d'informations fausses de nature à troubler la paix publique ». Attends, je peux te le passer, là, je l'ai. Voici donc les suites de l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen, parce qu'en effet, les deux journalistes ont donc bel et bien porté plainte. Alors, ce pays est fou. Ou réfléchit à me poursuivre pour 3 infractions. Je vous les lis. La première, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne. C'est un lieu public. C'est un lieu public. Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Lieu public. Je garde la meilleure pour la fin. Ouais. Publication, diffusion, reproduction d'informations de fausse nature qui peut troubler la paix publique. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Les vidéos que vous avez vues, non seulement troublent la paix publique, mais en plus ne sont pas vraies. Et oui. Donc, Monsieur Cohen, c'est un complot des Russes. Et il faut savoir si elles ne sont pas vraies. C'est quoi le problème dans le trouble de l'ordre public? On peut considérer que les Français ne vont pas être troublés par défaut. Ouais, ce pays est dingue. Ce pays est dingue. Ça devient. C'est-à-dire que le Cohen et Legrand, ils auraient dû être virés séance tenante, en fait. Les mecs sont toujours en place, sont toujours en train de faire la morale. Et le mec qui sort le truc, c'est lui qui se prend des problèmes. Et tu vas voir que ça va être une procédure bâillon. Ils vont l'étouffer avec des avocats. Oui, parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Le budget de France Télévisions. Avec le budget de France Télévisions, ils ont certainement les moyens. Donc on va en parler. C'est le dossier de la semaine. Les auditions du Parlement sur le service public de l'audiovisuel français. Et je dois avouer que c'est un festival, un régal de tous les jours, de tous les instants. On va de révélation en révélation. C'est fabuleux. C'est mieux qu'une série Netflix. Je vais rester sur France Télé parce que pour l'instant, c'est concentré sur France Télévisions. J'ai appris, par exemple, qu'en 2023, la présidente de France Télévisions, donc Delphine Ernotte, et plusieurs membres de son équipe ont profité pendant une dizaine de jours de chambres d'hôtel à 1 700 € la nuit lors du festival de Cannes. Oui, mais attends.
Ça a été payé par un groupe privé. Ah bon ? Pas par. Oui, on apprend ça aussi. C'est que on apprend qu'effectivement il y a Quel eu. est ce groupe privé ? Pourquoi ? Moi, je veux qu'ils aillent. Et pourquoi ? Je veux qu'ils aillent dormir au campanile de l'Aboca, moi. Voilà. C'est donc tout. la question, c'est pourquoi un groupe privé payerait les chambres d'hôtel de la présidente de France Télévisions et pourquoi elle se prend pas une chambre au F1 sur le rond-point tout à fait. de l'entrée de Cannes. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la première des choses. On apprend aussi, ça c'est le président de la Cour des comptes, qui n'a pas tellement aimé son passage à la commission, parce qu'à chaque fois il dit « Oui, nous sommes neutres, je ne sais pas, je vous enverrai un mail », que le salaire moyen, attention, salaire moyen des employés de France Télévisions est de 72 000 € par an, ce qui les place dans les 9% les mieux payés des salariés de France. Oui. Donc tu comprends pourquoi ils n'aiment pas trop la gueuserie, qui voudrait leur couper les vivres. Et à cela s'ajoutent 14 semaines de congés payés. Donc on peut le dire franco, le salaire moyen d'un employé de France Télévisions, c'est 2 fois celui d'un prof avec autant de vacances. Oui, et ils sont mieux payés que chez Bolloré à France Télé. Tu te rends compte ? Ils sont mieux payés que chez les méchants fascistes. Et c'est vraiment le privé, c'est mal. C'est pour ça que c'est mal le privé, tu comprends. Non, c'est fabuleux. Alors on apprend également qu'en 2020, tandis que la France était confinée, eh bien France Télévisions a quand même réussi à dépenser 1,5 million d'euros en cocktails et réceptions pendant la période du confinement. Pas mal. Je dis, c'est fort, ça. Et ça, c'est Delphine avec son mari. J'espère qu'il y avait des masques. Ouais, en or, en soie, les masques. Et en tous les cas, moi, j'ai commencé à regarder l'audition de Delphine Ernotte. Bon, je te dis, j'ai failli m'endormir. Elle est mieux que le Xanax pour calmer. Enfin, elle est un peu stressante. Maintenant, il y a quelque chose qui est assez simple. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Alors, c'est pas de sa faute s'il y a 27 millions d'euros de trésorerie en moins cette année. Non, c'est une baisse de la dotation publique. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. C'était dans le bout d'audition qu'on a vu de Delphine Ernotte, là, on en sort. C'est baisse de la dotation publique et puis. Si ça va mal, c'est la faute, c'est l'État qui a pas assez donné. Voilà, et puis aussi parce que le marché publicitaire s'est réorienté vers d'autres domaines. À cause des internets et de Elon Musk, en gros, et de Bolloré. C'est la ligne. Non, mais c'est quasiment ça. Elle n'a pas cité Bolloré pour une fois. Mais elle a dit que c'était en fait, si Salto s'était écroulé, c'était la faute à TF1, c'était la faute à M6. Voilà, moi je veux bien. Sur le reproche qui lui a été fait de mettre en place une comptabilité analytique, et à chaque fois qu'elle a été auditionnée pour la reconduite de son mandat, on lui a demandé mettez en place une comptabilité analytique, ça fait 10 ans qu'on lui demande, elle dit non, mais il y en a une. Ouais, je vous enverrai par écrit dans 6 mois ouvrés. Voilà. Donc, nous avons une comptabilité analytique. Arrêtez de me demander. Oui, alors, et puis effectivement, un Salto, c'est parce que TF1 s'est retiré. Et puis, sur les contenus très discutables sur France TV /. Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle ne sait pas. Et son directeur. C'est marrant, parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas. Par contre, elle va dire CNews, c'est une chaîne d'extrême droite. Par contre, il y a des trucs pro-transgenre et des appels aux dons à la famille d'Adama Traoré sur Slash. Elle n'est pas au courant. Elle regarde beaucoup plus CNews que sa propre chaîne de télé, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ça prouve que ça corrobore la montée d'audience de CNews, j'ai envie de dire. Moi, c'est juste. Je pense qu'en plus, c'est compté x10 quand Delphine Reynard regarde CNews. C'est en fonction de ton salaire. Et alors, on apprend quand même, lors de cette enquête parlementaire, on va parler thunes, tout ne va pas si mal à France Télévisions, puisque effectivement Delphine Ernotte, malgré ses résultats catastrophiques, donc 80 millions d'euros de déficit et 27 millions de trésorerie en moins cette année, a reçu une prime de récompense. Voilà. Une prime de performance. C'est le titre exact. Déjà, le mot performance, pour ce qui est d'un service public, est très curieux. Voilà. Et donc, elle passe quand même elle tourne à 33 000 par mois, 33K par mois, donc plus la prime, je sais pas. C'est-à-dire qu'elle touche en un mois ce qu'un prof touche en un an. Oui, voilà, on peut le dire. Mais alors sinon, moi, j'ai noté, il y a quelque chose qui va arriver. C'est là, la Cour des comptes insiste lourdement sur la remise à plat de la convention collective France Télévisions qui est beaucoup trop élevée, il y a trop d'avantages. Et donc ça, le chantier, donc l'accord collectif de France Télévisions est en chantier, ça y est, et nul doute que les petits salaires de France Tel vont se la prendre bien profonde dans la gueule. Là. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que pour arriver à 71 000 euros de moyenne... Si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des très très hauts salaires. Oui, il y a des très très hauts salaires, parce que en fait...
Il se trouve que j'ai bossé pour France Télévisions dans un lointain passé. Et j'étais pas du tout payé. J'étais pas du tout payé ça. Et je pense que les pigistes sont pas du tout payés ça non plus. Mais ça veut dire que là, va y avoir une remise en cause des accords collectifs. Suite, Delphine Ernotte nous dit que ça a déjà commencé. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des coupes dans certains salaires et des changements sur les cadences. Les gueux vont morfler. Les gueux de l'audiovisuel vont morfler. Je pense que Nagui n'a pas trop à s'en faire. Non, Nagui, c'est bon. Léa non plus. Je sais pas, un jour, j'espère qu'il y aura un doc, un film sur l'Empire Nagui, en fait. C'est le mec qui passe entre les gouttes depuis 30 ans, en fait. Un biopic ? Je sais pas, mais tu vois, on a beaucoup. Il y a eu des scandales sur Delarue, il y a des trucs sur El Kabash, sur Arthur. Tu vois, tout le monde en a pris plein. C'est son côté gendre idéal. Lui, il passe à travers les gouttes. C'est un truc de fou, alors que c'est un gouffre à thunes. C'est son côté gendre idéal, je sais pas. C'est fascinant. Donc voilà. Alors à propos, on a appris également dans cette commission d'enquête pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'affaire Cohen-Legrand, que la présidente du comité d'éthique de France Télévisions a estimé que Patrick Cohen n'avait pas commis de faute dans l'affaire Legrand-Cohen, enfin les enregistrements de Vatrigan, et elle a rendu son avis, bien sûr, sans avoir eu accès à l'intégralité de la séquence. Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de regarder. Oui. Voilà. Non, ils étaient trop occupés à regarder CNews, qui est d'extrême droite. Son excuse a été que, elle n'avait pas eu le temps de regarder l'intégralité de la séquence, qui avait été validée par un huissier comme étant n'ayant pas été coupée, et son excuse a été de dire mais il fallait aller agir vite. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, France Télé est à peu près sûre d'être protégée. Il n'y aura aucun souci, parce que malgré le budget pharaonique, ça reste une goutte d'eau finalement dans les dépenses publiques. Oui. Et ça rapporte beaucoup trop de services au gouvernement en place, au pouvoir, pour s'en passer. C'est un outil de propagande assez génial, en fait, il faut le dire, qui permet d'irradier. Là, ils ont pris toutes les chaînes maintenant sur la TNT, ils ont tous les canaux quasiment. Ils tombent sur eux. Donc voilà, bon, même si... Malgré tout cela, ils sont en perte de vitesse parce que plus personne ne les regarde. Je ne sais pas s'il y a vu les chiffres des moyennes d'âge des spectateurs. Ils ne sont pas en perte de vitesse, c'est le chiffre moyen augmente. En fait, leurs spectateurs meurent en fait. Donc c'est comme les auditions. C'est comme les auditions de Delphine Ernotte. On meurt devant. Les spectateurs meurent devant France Télévisions. Meurent en EHPAD devant France Télé. Mais tu sais, France Télévisions, ça doit être un peu comme le magazine Elle ou Marie-Claire qui se trouve dans toutes les salles d'attente. En fait, France Télévisions, ça se trouve dans tous les EHPAD. Et c'est pour ça en fait qu'ils veulent tuer la concurrence en fait, parce qu'ils veulent pas améliorer, ils veulent pas se payer moins ou améliorer leur programme. En fait, ils veulent buter la concurrence. Ils veulent que les autres meurent. Voilà, c'est pas con. Là, juste une petite nouvelle sur France Télé. Là, je suis sur le site du syndicat FO de France Télévisions. Et donc, FO dit que depuis quelques jours, de nombreuses notes de frais sont retoquées pour manque de détails. L'objectif est clair, exclure ou retarder le remboursement des salariés en CDD. Non, parce que là, c'est 4 nuits d'hôtel aux Seychelles pour un reportage sur la filière agricole. C'est pour les salariés en CDD, donc c'est plutôt 4 nuits d'hôtel au F1 du Tréport. Ah oui, voilà. T'aimes ton métier, t'aimes bien faire ça, monteur. Bah écoute, si t'aimes ton métier, tu vas payer un peu tes nuits d'hôtel. Voilà. Tu sais qu'on me l'avait faite. On l'a faite celle-là. On voit. Et t'es graphiste. Un classique. Voilà. Alors, eh bien, écoute, je te propose. On n'a pas abordé la question Radio France, mais je te propose, comme on parlait de CNews et du rapport avec l'audiovisuel, je te propose, il faut qu'on ait un peu un point de vue élevé, un point de vue digne, respectable, un point de vue de gauche donc, et je te propose d'écouter un expert de l'audiovisuel qui était invité de France Culture. Nous allons boire ses paroles. On a perdu du pluralisme, du côté gauche de Radio France. C'est une opération politique lancée par le groupe Bolloré pour affaiblir l'audiovisuel public. On a la même chose dans toutes les démocraties aujourd'hui. On parle de la BBC, mais Mélanie essaye d'affaiblir la RAI. Partout en Europe se produit la même chose. Sauf que nous, on a une singularité. C'est qu'il y a cet empire politico-médiatique. Je crois que c'est une erreur de le présenter comme un groupe médiatique. C'est vraiment un groupe politique aujourd'hui, le groupe de Vincent Bolloré. Il a une stratégie de conquête du pouvoir. Ça passe par l'affaiblissement de l'audiovisuel public. Alors, donc, en fait, si CNews fait des audiences, c'est parce que Bolloré va chez les gens avec un gun, leur pointe le gun sur la tête, leur dit maintenant tu vas regarder CNews et arrêtez de regarder France Télé. Et s'il se pointe chez les gens avec un gun, c'est parce qu'il voudrait qu'en plus les gens votent pour, parce qu'il a une stratégie de conquête du pouvoir, donc j'imagine vote pour un des candidats qui va leur proposer avec un gun. Et évidemment, là, on voit bien que la BBC, le gars, il n'a pas démissionné parce qu'ils avaient truandé, mais honteusement, un reportage sur Donald Trump en coupant comme des gougnafiers dans le texte. Non, il a démissionné parce que c'est Bolloré.
Bah oui, non, c'est... Et si Mélanie s'attaque à la raille, c'est parce que c'est Bolloré. En fait, Bolloré, il y a un côté ennemi facile pour des gens qui ne veulent pas réfléchir. Alors, on rappelle que France Inter a perdu plus d'un demi-million d'auditeurs en un an. Hein. C'est colossal. Mais j'ai envie de dire, moi, le seul ennemi... Moi, j'écoutais France Inter. J'écoutais beaucoup la radio publique. J'écoutais que ça, en gros, jusqu'à encore très peu de temps. Mais ça s'est arrêté, et je pense que je suis à l'image de beaucoup de Français, ça s'est arrêté avec justement Trump. Ouais. C'est-à-dire leur couverture des élections américaines. Les premières. La première, mais et surtout la deuxième. Parce que la deuxième, c'était inaudible en fait. Et moi je me dis, je ne peux plus écouter ces gens ne font plus d'informations, ils font de la politique. Il y a eu un peu de ça pendant l'histoire du Covid, mais j'ai envie de dire tout le monde était comme ça, donc j'ai pas spécialement pointé l'audiovisuel public. Mais là sur l'élection de Trump, c'était pas possible. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Parce que tu allumes. Bon, déjà tu as Internet, tu as la pluralité des sources, mais tu regardais même les médias américains. Je veux dire, il fallait pas regarder CNN, c'est sûr, mais ces trucs sont accessibles sur les box. Tu voyais très bien quand il te parlait d'un pays imaginaire. Il parlait de leur fantasme et de leur névrose. Il parlait pas de l'actualité. C'est surtout que France Inter, c'est comme France Télévisions. Hein, la moyenne d'âge du public des auditeurs de France Inter à l'âge de celui de France Télévisions. Donc ils prennent pas les gens pour des cons, ils prennent les gens pour des vieux, ce qu'ils sont. Ouais. Et donc les gens sont vieux, ils s'informent en lisant Le Monde, ça c'est dans certains cas. Sinon c'est la PQR et ils écoutent France Inter. Et c'est une habitude qu'ils ont. Ils faisaient ça il y a 20 ans, ils faisaient ça il y a 30 ans, ils continuent de le faire. Et comme ça, peu à peu, France Inter, France Télévisions perdent de l'audience parce que le public meurt et qu'ils n'ont pas réussi à renouveler, qu'ils se sont fait attraper le public jeune, et que Salto est une France TV / ce sont des caricatures de télé pour les jeunes qui ont foiré. Ouais. Comme il y avait aussi le Move, il y a eu tous ces trucs-là qui ont été des trucs qui ont foiré. Quoi. Alors, les pires ennemis de... Mais c'est la faute à Bolloré, si TikTok... C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, la pire plaie pour France Télévisions, c'est pas Bolloré, c'est ces programmes, c'est leur ligne éditoriale à la con. Et je dirais qu'à la limite, France 3, avec son décrochage régional, a plus d'audience, parce qu'au moins, ça parle de ce que tu vis dans la ville d'à côté. Ouais. Mais même, c'est beaucoup de moyens pour pas grand-chose, finalement, France 3 région, les déclinaisons région. Parce qu'il pourrait en faire quelque chose de très très bien, et ça reste quand même très très verrouillé, avec de gros salaires et des gros moyens pour une disproportion de moyens par rapport à un résultat qui est quand même, à mon sens, assez faible. Oui, mais comme elle dit Delphine Ernotte, nous, on a des obligations légales que TF1 n'a pas. Donc voilà, nous, on doit effectivement c'est vrai, j'allais dire le décathlon, non, le téléthon. Le téléthon. À fond la forme. Donc le téléthon, elle dit c'est 30 heures, évidemment, c'est moins chouette que l'élection de Miss France. Elle le dit, hein, elle le dit. C'est moins bien que l'élection de Miss France, mais bon, on a des obligations. On s'est égaré. Alors moi, je voulais te parler, parce que je voulais un interlude drôle, je voulais qu'on change de sujet. Détendre l'atmosphère. Qu'est-ce que tu as pour nous pour détendre l'atmosphère? Moi, je voulais te dire que j'ai quand même une pratique de gynécologue amateur. Ah voilà, ça va détendre l'atmosphère. Ça va détendre l'atmosphère. Alors, vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs... Quand tu dis que tu as une pratique de gynécologue amateur, c'est-à-dire que je suis amateur le week-end. Voilà. Ok. Voilà. Je ne suis pas tout seul, mais voilà, c'est ma pratique de gynécologie amateur. Je dis non, là, je consulte. Alors... le gynécologue qui avait refusé de prendre, on a des nouvelles, en charge une femme trans non opérée, estimant que cela relevait de problématiques masculines et que lui s'occupait des problématiques féminines. Alors, ça s'était mal passé. La patiente et plusieurs associations avaient porté plainte pour discrimination et outrage sexiste. Alors, on a des nouvelles, ça a été jugé. Donc, pour la discrimination, refus de prise en charge et outrage sexiste, donc, il a obtenu la relaxe pour la discrimination. Voilà, le tribunal estime qu'effectivement, quand un gynéco ne s'occupe pas d'un homme, il n'y a pas de discrimination. Mais il a quand même été condamné pour outrage. Il a été condamné pour outrage parce qu'apparemment, la discussion a été un peu houleuse. Voilà. La plaignante, .e.s.gouv, a été condamnée à verser 800 € aux praticiens pour la première charge, c'est-à-dire la discrimination. Donc, il n'y a pas de discrimination et tu payes. Et lui, pour outrage sexiste, il a été condamné à verser 1000 €. Voilà. Donc, avec sursis par contre, en raison de propos considérés comme constitutifs d'un outrage sexiste. Donc, le truc est quand même, on voit que la justice n'a pas voulu trancher. C'est peut-être le bon mot qu'il faut utiliser en l'occurrence. Appuyez sur le bouton. Alors, voilà. Alors, j'ai pas cité le spécialisé média tout à l'heure. Je passe du coq à l'âne.
s'appelait Alexis Devrier. Voilà. On parlait de gauche, puisqu'on parlait de France Télévisions, Oui. on parle de gauche. Qui parle de gauche parle de Terra Nova. Voilà. Et Terra Nova vient de sortir une note fabuleuse, comme toutes les notes de Terra Nova. Ils vont encore proposer... Alors, ils nous proposent de donner de l'argent pour changer. Oui, Terra Nova dit que la France doit réduire son déficit de 120 milliards d'euros pour stabiliser sa dette. Alors j'ai envie de dire c'est un peu plus que 120 milliards d'euros, mais bon. Oui, puis n'importe mais quoi. Elle signale que l'ampleur historique de cet effort se traduira inévitablement par la hausse d'un impôt comme la TVA touchant tous les Français. Wow. Alors, et ce sera donc. Faudrait... Et alors, ils ont à peu près chiffré combien ça allait coûter aux ménages par an. Ça va coûter entre 3 et 4 000 euros par an. Dans l'esprit Terra Nova, il n'y a même pas l'idée qu'il faudrait réduire les dépenses. Oui, Évidemment, évidemment, c'est baisser vos putains de dépenses, bien sûr. Il n'y a pas du tout l'idée que la dette n'est pas un problème en soi, mais si c'est un problème, c'est pour d'autres raisons. Il y a l'idée de l'audit, de savoir qui possède la dette. Les Japonais sont endettés, c'est une dette possédée par les Japonais. Un pays, il est normal qu'ils soient endettés. Il est tout à fait cohérent qu'un pays emprunte quand les taux sont bas. Là, le problème, c'est qu'on emprunte pour payer les intérêts des autres. Oui, on est surendetté. On est surendetté, on emprunte pour payer les intérêts des autres emprunts et puis on fait rouler la dette. Et surtout, notre dette, elle ne sert pas à investir dans l'avenir, elle sert à payer la stabilité sociale, elle sert à payer les retraites de nos amis les boomers. Voilà, qui sont à la retraite depuis 25 ans et qui restent encore 10 ans à vivre. Qui, de fait, touchent plus qu'ils n'ont jamais cotisé. Voilà. Donc, pendant que nous, on s'est fait grignoter nos salaires d'une force délirante. Les fonctionnaires, le gel du point d'indice pour les fonctionnaires, les 15 ans, les enseignants, ils ont vu leur salaire quasiment divisé par 2 en 25 ans, en gros. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus plus personne au concours. Donc, non, la Terra Nova, ils n'envisagent pas de baisser les dépenses. Bon, ils parlent de la TVA, donc effectivement, la TVA, même le SDF la paye. Donc on rappelle, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit, puisque chacun paye son paquet de nouilles au même prix et donc paye la même part de TVA. Et c'est le plus injuste et c'est celui qui rapporte le plus à l'État français. Et c'est une invention française. Ouais, tout à fait. Mais donc, une fois de plus, les très riches vont, comme toujours, défiscaliser puisqu'ils ont les moyens, ils vont pouvoir couper, ou même payer plus, mais ça ne va pas les de toute façon, ça ne changera rien. Ceux en bas vont devenir encore plus pauvres, mais ne pourront pas payer plus que ce qu'ils n'ont en poche, parce qu'on ne pourra rien leur prendre d'autre que la TVA sur leur paquet de pâtes, en gros. Donc, en fait, qui va payer les 3-4 000 balles ? Ce qui reste de la classe moyenne. Les connards qui bossent, en gros. Et Terra Nova voit pas. Enfin, voilà. Je trouve assez affolant et en même temps, il y a quelque chose de réellement métaphysique à voir l'aveuglement dans lequel tous les gens qui nous gouvernent ou qui entendent nous gouverner sont. On ne va pas finir cette revue de presse sur des mauvaises nouvelles et je te propose, nous allons faire notre top 10 des bonnes nouvelles de la semaine de la France Potemkin, des médias labellisés. C'est merveilleux. Vas-y, parce que moi, j'ai rien fait. Eh bien, moi, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que c'est une semaine très, très riche en léchage de bottes dans la presse. Donc, nous allons commencer avec notre numéro 10. L'amende contre X n'a rien à voir avec de la censure, assure la Commission européenne. Un point presse à suivre en direct sur BFM. Numéro 9. Comment les pro-russes ont usurpé mon identité de journaliste au Figaro pour diffuser une fausse information sur Macron. D'Adrien Bèze dans le Figaro, donc le journaliste nous fait le récit de comment les pro-russes, parce qu'il sait que ce sont des pro-russes. Voilà, ce sont des pro-russes. Il y a à mon avis la main de Bolloré là, derrière tout ça. Numéro 8. La Russie s'enferme dans une démarche escalatoire et ne cherche pas la paix. Emmanuel Macron, toujours sur BFM. On va le voir, BFM est très très en forme cette semaine. Escalatoire, moi j'aurais dit escalatrice. Oui, escalatoire. Là, c'est le propos qui a été titré sur BFM. Là, mon correcteur n'en veut pas. N'en veut pas d'escalatoire. C'est comme tout à l'heure là, sur Delphine Ernotte, dans son audition, elle a dit un mot, là, c'était pas français. C'était la découvrabilité. Elle a parlé de découvrabilité des contenus. Oui, ok, moi, j'ai envie de dire découverte, mais bon, c'est le caractère. Je suis pas payé 30 000 euros. Non, t'es pas payé, t'es moins payé, donc t'as pas le droit de penser à des mots. C'est peut-être ça son salaire. Vas-y. Numéro 7. Alors, c'était sans compter sur 20 minutes avec son sprint et gros bain de foule pour Emmanuel Macron en Chine. Ex-aequo avec une question de vie ou de mort, Emmanuel Macron menace la Chine des droits de douane. Mais une fois qu'il est rentré. C'est-à-dire qu'il a menacé la Chine une fois qu'il était rentré, pas quand il était là-bas. Courage, toujours le courage. Chine toujours, numéro 6.
Avec son menton rouge et son sac Lady Dior assorti, Brigitte Macron distille la magie des fêtes en Chine. LCI. Non, pardon, c'était Gala. Je les confonds en même temps. Non, mais ça je suis sûr qu'il y a une contrepétrie. Numéro 5. Retour en France sur le plancher des vaches, avec la vie politique en tête des préoccupations des Français, devant l'immigration et le pouvoir d'achat. C'est sur Public Sénat, évidemment. La vie politique est plus importante que le pouvoir d'achat. Je pense que les Français en ont marre de voir les guignols à l'Assemblée nationale qui votent des amendements puis qui ensuite votent contre. Allez. Numéro 4. Je change de main. Dans le même registre, Doctissimo, 2 points, ouvrez les guillemets, ne pas voter pourrait raccourcir votre vie. L'abstention double le risque de décès chez les moins de 50 ans selon une étude finlandaise. Alors là, pas mal. Il faut voir la photo d'illustration. Parce que là, on fait de la radio. Je vais vous mettre la photo, là, pour ceux qui sont sur YouTube. Alors la photo... L'abstention augmente les risques de cancer. Alors la photo, il faut le dire, c'est un grand noir et une femme voilée qui font la queue pour aller voter. Voilà. Et voilà. En fait, non, ils vont pas voter, ils vont augmenter leur espérance de vie. S'il te plaît. Donc, selon une étude finlandaise de la LFI, je pense. Ouais, c'est la Finlande insoumise, LFI. Numéro 3. Pourquoi les crèches de Noël n'ont pas leur place dans l'espace public une tribune sans concession de route et le crief dans le Parisien. Ah ouais, oui, bien sûr. On sait tous pourquoi. On sait pourquoi. Tout le monde sait. C'est parce que nous fêtons les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Voilà pourquoi. Voilà. Donc on sépare. On sépare. Mais que pour les cathos. Numéro 4. Non, tu l'as déjà dit, numéro 4. C'est numéro 3. Ah bon ? Ah merde, t'as raison, dis donc. Mais sous Hélène, tu es ivre. Aïe. Bon, numéro 3,5. Non, les vaccins ARN anti-Covid n'ont pas causé une hausse de la mortalité en France. C'est sur RTL. Attention toutefois à ne pas accoler cette news avec celle de naissance. Une baisse inédite de la natalité en France, inédite depuis la fin du baby-boom, un article de La Croix. On ne sait pas d'où vient d'ailleurs les causes de la hausse de la mortalité constatée dans la plupart des pays européens. Oui, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Peu importe, c'est RTL qui le dit. Voilà. Oui. Et c'est une étude. C'est une étude. Voilà, une étude dit que tous les gens qui commencent par une étude le disent ont raison. Numéro 2. Un réseau de propagande pro-russe attaque Emmanuel Macron sur son QI. Cette fois, bien sûr, c'est sur LCI, c'est pas sur Gala. Ah, c'est pas celui-là qui a signé un article à la place de Moichambaise, là ? C'est possible. C'est pas le même réseau parce que je pense que si tu as la carte Bolloré, la carte pro-russe, tu as à peu près expliqué la moitié des mystères du monde, voire les 3/4. Tout seigneur, tout honneur. Numéro 1. BFM citant notre glorieux leader, l'économie russe commence à souffrir. Bah oui, ils se sont tellement fait dilater le renflement brun que ça commence un petit peu à chauffer. Bon, écoute, je vais citer Yanis Varoufakis, c'est un ministre grec. Si on avait vraiment voulu détruire l'économie russe, il suffisait de la faire entrer dans l'Union européenne. Excellent, Yanis, merci. Normalement, j'ai eu une nouvelle et elle est très bonne. La cuisine italienne vise une inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah oui, je t'ai dit, j'en ai qu'une. Elle est bonne. Bah, écoute, voilà. Et elle n'est pas française. Donc, pas très patriote de mais non, ta parce part. que nous, la cuisine française, elle est déjà au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que tu crois ? Tu me prends pour qui ? Eh bien, tout ceci... Ouais, on arrive à la fin ? Non, on n'arrive pas à la fin. On arrive à ta chronique des losers du rock. Mais cette chronique que tout le monde attend, qui est consacrée cette semaine à... Alors, un Français... un Français, c'est rare, mais un Dijonnais. Un Dijonnais. Un Dijonnais, wow. Ouais, un Dijonnais. Un local, un Dijonnais, et il s'appelle Albert Marqueur. Ok, alors les losers du rock avec Albert Marqueur et Louis-Marie et Albert Marqueur, c'est uniquement pour les gens qui nous écoutent en podcast avec leur casque. Et pendant le jogging. Voilà, pendant le jogging. Nous, sur YouTube, on va passer à la rubrique culture, tout simplement. La culture, je suis entièrement pour seulement. Mais qu'il est con, seulement, tu vas faire attention, là. Regarde ce que tu me fais faire, connard. J'ai vu une news qui va ravir plein de gens de notre génération. Les fans de Star Wars ont été entendus par Disney. Et pour les 50 ans de la sortie du premier Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir. 1977 Ouais, 77, juin 77, je crois. Ouais. Disney va ressortir la version originale du film, donc c'est-à-dire avant qu'elle soit trafiquée par... Oui, parce que l'histoire, c'est que Lucas, ensuite, a émis son veto à toute republication de son premier film sans qu'il repasse dessus, une fois qu'il a découvert les effets numériques. Voilà, il nous a mis des dinosaures bizarroïdes
stéroïdes ça dans tous les commence. coins. Le premier Star Wars, on est assez vieux, enfin moi en tout cas, pour l'avoir vu. Moi, je l'ai vu à sa sortie. Je l'ai vu en salle à sa sortie, le Voilà. premier Star Wars. C'est, je crois, un des premiers films que j'ai vu de ma vie en salle. Moi, c'est le deuxième. Je peux te dire quel est le premier. C'était quel le premier? C'était Grease avec John Travolta. Et moi, c'était La course à l'échalote avec Pierre Richard. Star Wars est sorti en 77, été 77. Et a été très peu diffusé parce qu'à l'époque, il y avait pas de, ça passait pas à la télé, il y avait même pas les cassettes. Il y avait des télés en France. Oui, et il y avait même pas de cassettes vidéo en fait. Donc en fait, le film a été un énorme choc pour tout le monde, mais en fait, il a été très peu. Il ressortait. Tu imagines le choc. Pour l'avoir, il faut aller le voir au cinéma, et ensuite tu ne peux qu'en parler. Donc c'est un choc qui est purement du domaine du discours. Tu le fantasmais. Enfin, c'était c'est un film qu'on a rêvé, en plus qu'on a vu en fait pendant des années. Parce qu'après ça, il y a eu les suites, l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi, mais à chaque fois il fallait attendre 3 ans, et puis il n'y avait même pas d'extrait à la télé. Tu n'avais rien en fait. Tu n'avais rien. Et en tout cas en France. Et donc, il y a eu l'Empire contre-attaque, le Retour de Jedi. C'est l'histoire de cette femme que tu attends depuis des années, et quand tu la vois, elle est encore plus belle que dans tes souvenirs. Mais t'as même pas une carte postale pour patienter, quoi. Et bon, finalement, après ça, il y a eu les cassettes vidéo, c'est passé à la télé. Bon, on a pu revoir ce film. Lucas s'est pris après un petit coup de folie quand il a décidé de refaire la suite de sa. Il a découvert les effets numériques. Il était un peu distancé par le Jurassic Park et tout ça. Il s'est dit, il faut que je marque le coup, quoi. D'ailleurs, il a mis plein de dinosaures dans la guerre. Il a commencé à retoucher son propre film pour le ressortir en salle. Ça a marché. Moi, j'étais allé le voir d'ailleurs. J'étais aux États-Unis à l'époque et je l'ai revu en salle. J'étais hyper content. Et il a verrouillé le fait il a interdit qu'on. Voilà, et c'est ça le problème. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il a commencé parce qu'il ne s'est pas arrêté là. En fait, il a commencé à chaque sortie vidéo, Blu-ray, machin et tout, à retoucher des trucs de son film. Voilà. Donc en fait, on a commencé à avoir plein de versions du film et surtout plus de versions originales du film parce qu'en fait, progressivement, elle a disparu des radars. Il voulait pas qu'elle soit rediffusée. Donc, c'est vrai qu'il y avait un vrai souci parce que comme il voulait tourner la suite, et c'est vrai qu'il y avait quand même un gap technologique entre le premier et le deuxième. C'est vrai qu'en plus, le premier Star Wars, ça a été fait avec du scotch. Mais c'était bien fait quand même. Mais c'était bien fait, mais c'était bien fait avec du scotch. C'était bien fait avec du scotch, mais ça tient quand même pas mal la route. Non, et puis c'est la claque, et c'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. Donc là, finalement, Lucas a vendu son empire à Disney. Il y a eu 9 suites après, je crois, depuis, toutes plus nulles les unes que les autres. Avec de plus en plus d'effets spéciaux numériques. Complètement insipides. Alors, sauf je mets à part Rogue One, qui est pas mal pour le coup. Ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de ça, on peut parler c'est philosophiquement, en fait, tu disais que c'était fait avec des bouts de ficelle Star Wars, mais c'était surtout fait à une époque où il n'y avait pas de trucage numérique. C'est un film, on va dire... C'est pour ça que je dis bout de ficelle, mais... charnel, en fait. C'est du cinéma à l'ancienne. L'attaque du croiseur, c'était quasiment une caméra qui passe. Ils ont reconstitué une maquette énorme du croiseur. T'avais surtout il y a beaucoup de décors, même dans le Retour du Jedi, qui sont... Même dans le Retour du Jedi, il n'y avait toujours pas de trucage numérique. Ce sont des maquettes. Ce sont des maquettes et des peintures. C'est peint. Ce sont des matte paintings de Ralph McQuarrie. Et c'est le premier plan de Retour de Jedi où tu as Dark Vador qui arrive avec les soldats alignés. Il n'existe pas, ces soldats. C'est de la peinture. C'est quand même ultra bien fait. Alors que Peter Jackson, quand il a fait la guerre, Le Seigneur des Anneaux, il explique qu'il a utilisé un logiciel spécial qui lui permettait de faire des armées. Non, mais ça, tu fais tout ce que tu veux. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un débat philosophique, parce que c'est marrant, cette ressortie d'un film qu'on je pensais ne jamais pouvoir revoir, ça prouve aussi, ça marque peut-être le début, une amorce d'un retour vers un cinéma plus charnel, en fait, on va dire incarné en tout cas, même dans la science-fiction, puisque maintenant, on en parlait là avant l'émission. J'ai fait un stage là, de montage et d'étalonnage numérique et ça a confirmé tout ce que je pressentais sur le cinéma. Je renvoie à l'interview de Steve Morrow. On avait longuement parlé du passage de l'argentique au numérique. Et donc, effectivement, d'abord, on salue Steve au passage. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, ce que tu m'as expliqué, c'est que le chef-op est mort. Alors, le chef-op est mort, c'est même au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire que, en gros, maintenant, la philosophie sur les tournages, et surtout sur les gros tournages, c'est surtout pas de parti pris esthétique. C'est-à-dire, on tourne d'une façon la plus neutre possible, aussi bien dans les plans, parce que de toute façon, on retaille dedans, on recoupe, c'est tourné en 8K, machin et tout. On blinde de caméras, on en met partout, ça coûte rien, il n'y a plus de péloche.
L'éclairage, on fait un truc le plus neutre possible. De toute façon, c'est filmé dans un codec neutre qui est fait. C'est-à-dire que si tu regardes les rushs tels qu'ils sont filmés... C'est du RAW, quoi. Ouais. C'est l'équivalent du RAW, mais c'est quasiment insipide. Tu ne peux pas le regarder sur un écran, en fait. Il faut obligatoirement que ça passe par un filtre. Et ça veut dire que tu peux te changer en montage tous les paramètres de ton image. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus... Tout se fait après le tournage. Voilà. Et en fait, à travers des logiciels sur lesquels j'ai travaillé, qui sont assez pointus, mais ce qui veut dire qu'en fait, c'est plus un travail, maintenant, le cinéma est plus un travail de geek, d'infographiste, ou de geek même, que d'artiste, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'artiste là-dedans, mais je dis que toute l'étape est phagocytée, parce que ça, je te parle des grosses productions, mais en gros, tu peux l'étendre à quasiment tous les films. Ça veut dire que le tournage sur un plateau doit prendre de moins en moins de temps au profit de la post-prod, qui, elle, est de plus en plus longue. C'est même dire que le statut des intermittents, qui est plutôt sur celui, en tous les cas en France, qui se passe au niveau du tournage, risque de prendre un coup, parce que si c'est les geeks d'après, eux, ce n'est pas les mêmes salaires. Et ce n'est pas le même statut. Oui, puis ça peut être... Non, mais de toute façon, je pense aussi que dans cette profession, l'IA va faire beaucoup de mal. Oui. Parce que là, ça commence déjà sur Photoshop et sur l'image plate, on va dire. Déjà, ça commence à tout défoncer. Oui, là. Et puis, on a vu arriver la première comédienne IA. Oui, non, mais ça, c'est... Donc ça... Non, mais le remplacement numérique des comédiens, ça fait 25 ans que ça existe, puisque le premier, c'était Peter et Elliot le Dragon. Non, c'est Oliver Reed dans Gladiator. Le premier Gladiator. Ah oui. Oliver Reed est mort pendant le tournage. D'accord. Ils avaient tourné plein de scènes et il manquait des scènes. Et donc vous regarderez bien Gladiator, plusieurs scènes avec Oliver Reed. Ça se voit un peu en fait. C'est qui Oliver Reed ? C'est le mec qui rachète Maximus. Okay. C'est le vieux. Et vous verrez, regarde bien le film, regarde certaines scènes. Quand tu le sais, tu le vois. Ouais. Okay. Mais donc c'est déjà... De toute façon, et avant ça, moi quand je disais, il y avait les films dessins avec les personnages dessins animés. Ouais. Peter Elliot le Dragon qui veut la oui, peau mais ça, de on va Roger dire, Rabbit. ça restait encore artisanal. Ouais. Non, mais tu as ça chez Méliès aussi déjà. Hein. Mais là, je veux dire, c'était un truc de cinéaste. C'est-à-dire que c'était une démarche. C'était une démarche, et puis le mec faisait ça lui-même. Là, maintenant, un cinéaste, honnêtement, n'importe lequel, il ne peut pas s'en sortir. En fait, il faut qu'il ait des diplômes scientifiques, il faut qu'il ait une formation de haute volée. Voilà, le business est transféré, c'est à la main, aux mains de geeks. Je dis ça sans mépris, hein. Mais le problème, c'est que voilà, ils ont la main. C'est plus une affaire d'algorithme que d'artiste. Ouais. Après ça, tu rajoutes les demandes des producteurs. Oui, je veux plus de jaune, plus de ça. Tu me vires ce mot, tu me dis machin, tu mets ceci. Oui, mais là, il faut qu'à 3 minutes 52, il y ait ça parce qu'il faut un arc narratif là, machin et tout. Ce qui fait qu'à la fin, la finalité de tout ça, c'est que tu aboutis à des produits qui sont formellement tous pareils, tous éclairés pareil, qui sont tous... alors on le voit sur les Marvel, on le voit même chez Spielberg. Même Spielberg, il est victime de ça. Spielberg, qui est quand même le cinéaste des cinéastes qui a fait des films lui-même, tous ses films depuis 20 ans, quelles que ce soit des comédies, que ce soit des comédies musicales, des films de Pentagon Papers, machin, tous les films qu'il a fait dans tous les genres différents, ils sont tous formellement, quasiment tous pareils. Au niveau de l'éclairage... Quand on parle d'industrie audiovisuelle, il faut bien comprendre ce que le mot industrie veut dire. Ça veut dire uniformité. Il y a tout un débat là actuellement sur les réseaux. C'est pour ça que j'en parle un peu. Il y a le Fossoyeur de film qui a repris. Il y a une vidéo américaine qui pose cette question. Pourquoi les films maintenant nous paraissent complètement faux, même sur des plans à la con, alors qu'on regardait un plan de Jurassic Park, même un plan sans trucage, nous paraissait vrai. Parce que c'était vrai. C'était de la pellicule. Ouais, c'est vrai. C'était tourné sur une île. Non, mais voilà, c'était tourné en décor réel avec des vrais acteurs. Filmé avec une caméra, avec une émulsion chimique. Voilà. Et en gros, il y avait des trucages numériques, mais qui s'intégraient dans un processus réel. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus rien de réel. Le summum étant Avatar. Mais au moins Avatar, il n'y a pas de mensonge. C'est dans le postulat du film, et ça a intégré au film. De fait, maintenant, tous les films sont des dessins animés. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Il n'y a plus de films, il n'y a plus que des dessins animés. Et voilà, donc en fait, on perd. C'est un double effet, ça. C'est-à-dire que ça formate les esprits à un certain type d'image. Donc ça veut dire que plein de jeunes, maintenant, si tu leur montres Les Dents de la Mer, ils disent c'est quoi ce film de vieux ? Parce que pour eux, il n'y a plus de grain, il y a un grain qui est différent. Et il y a aussi le rythme du montage. Ouais. Quand tu tournes avec des caméras en 35 mm, que les caméras font 35 kg. Tu fais gaffe à ton plan. Tu fais gaffe à ton plan, et puis
tu tournes pas la même chose, tu sais que tu peux pas couper n'importe où, donc tu as des montages qui sont beaucoup plus lents, tu as des plans qui sont beaucoup plus lents. Là, avec ce genre de truc, tu peux avoir un montage de clips de rap tout le temps. Ah bah de toute façon, c'est sans fin, c'est sans limite. Tu n'es plus limité. Il faut vraiment que tu aies vraiment fait une grosse merde au tournage. Genre, tu as filmé avec toutes les lumières éteintes pour que ce soit irrattrapable, en fait. Hein. Mais en gros, tu peux tout rattraper. Et même si tu n'as pas d'image, tu peux quand même les faire. Tu peux quand même faire quelque chose. Oui, c'est donc, ça. Je pense qu'avec cette ressortie de Star Wars, mine de rien, parce que tout ça a commencé avec Star Wars. En fait, le point de départ, le patient zéro de tout ça, c'est Star Wars. Oui, c'est intéressant de voir que ça boucle avec Star Wars. C'est là qu'il a créé ILM, parce que Lucas, il a créé un empire avec Star Wars, mais il a créé parallèlement ILM, Industrial Light and Magic, qui était une boîte d'effets spéciaux, qui maintenant rayonne sur le monde entier, hein, qui fait donc Avatar, machin, tout ça. Et il a créé à l'occasion. Il avait besoin de ça pour faire Star Wars, en fait. C'est une révolution technologique, Star Wars, hein, dans les effets spéciaux. Il y a eu un avant, un après. Hein. Il y a plusieurs films comme ça, il y a Star Wars, Matrix. Enfin, mais ce délire, cette inflation a commencé avec Star Wars, avec le premier. Et ça a été lent, ça a mis 25 ans pour vraiment... Voilà, après ça a pris... c'est exponentiel. À partir des années 2000, c'est exponentiel. Là, maintenant, ça devient du délire. C'est délirant. Et c'est toujours, surtout, maintenant, ça touche tous les films. Voilà, c'est même plus des effets, spécialement des films... oui, c'est même une comédie romantique. Voilà. Tout est faux. Le générique... ça se passe à Paris, mais tu n'as plus besoin d'aller à Paris. Et tu vois, Les Amants du Pont-Neuf, où il avait reconstitué le Pont-Neuf, ça avait coûté une fortune, ça avait flingué 3 productions. C'est fini, il n'y a même plus... Maintenant, c'est bon, n'importe qui te l'a fait sur un... on va te faire le Pont-Neuf. Je vais faire une matinée sur un portable. Donc c'est intéressant à suivre et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un retour à une sorte de label vintage des films. Bon, c'était notre petite point culture vieux con réac. Voilà, vieux con réac. C'était mieux avant, grand remplacement numérique. Et on n'aime pas France Télévisions. Voilà. Donc on a fait la boucle, on a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle, voilà. Je crois qu'il est temps de se dire. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien, voilà, on arrive au bout de ce 29e numéro de Jamais trop pas assez. 29, voilà. 29 c'est fort. Ouais, 29, et puis alors j'ai 1h40 là à mon compteur, je pense qu'on va devoir couper 2-3 trucs. Oh, pas trop, moi je pense qu'on a été bon. Là. On a été bon, je suis pas sûr moi. Je tenais à vous remercier de votre fidélité, de nous avoir suivis, de tenir jusqu'au bout de ces émissions. Je sais qu'il y en a qui vont jusqu'au bout, même vous êtes de plus en plus nombreux. Merci Hubert. Voilà, merci Hubert, merci Sarah et Sacha. Je vous invite à partager cette émission si elle vous a plu, à nous écouter en podcast sur Apple, Spotify, Ocha, Deezer, à tiper si vous voulez nous soutenir pour que nous puissions passer en live dans des délais raisonnables. À l'ODEV. Passer en live sur les réseaux, puis à l'ODEV après. Voilà. Pour ceux qui ont suivi la dernière émission, c'est une private joke, mais voilà, c'est dans la dernière émission. Bon, je vous remercie tous. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, avec une invitée qui est déjà venue. Hein. Une réinvitée. Une réinvitée. On fera un spécial, on ne peut pas vous dire, parce que sinon, on va avoir des problèmes avec l'ARCOM. Avec l'ARCOM, voilà. À bientôt tout le monde, et rappelez-vous qu'une opinion n'est pas la réalité. À bientôt. Ciao.